Franck Delon passa la main le long de la coudoir en chêne de la chaise, cherchant du bout des doigts les éventuelles aspérités qu'il aurait pu manquer. Le papier de verre chuchotait contre le grain du bois, produisant un son qu'il connaissait intimement depuis 42 ans, tout comme l'odeur familière de la sueur, et le faible bourdonnement de la radio qui diffusait un vieux classique de Johnny. C'était mardi soir, fin janvier, il régnait une paix et une tranquillité absolue, exactement comme il l'aimait. Céline l'embrassa sur la joue en sortant. « Je vais chez Sarah, à Montfort, je serai probablement de retour jeudi. » Son parfum flottait dans l'air, persistant. C'était quelque chose de nouveau, une fragrance plus douce que d'habitude. Il le remarqua, bien sûr, mais n'y prêta pas vraiment attention. Le téléphone sonna à 23h47. Numéro inconnu. « Monsieur Delon, ici Julien, du motel des Pins. La voiture de votre femme refuse de démarrer. Elle me demande de vous appeler, pour savoir si vous pouvez venir la chercher. » Franck resta figé, la lumière crue du plafonnier de la cuisine agressant ses yeux fatigués. Le motel des Pins se trouvait à 60 km à l'ouest. Sarah, quant à elle, vivait à 2 heures de route vers l'est, à Montfort. Il attrapa les clés de son utilitaire, la main tremblant déjà de manière incontrôlable. La neige commença à tomber juste après la limite du département. Franck alluma les essuie-glaces, et les regarda battre la mesure contre le pare-brise. Floc, floc, floc. Son esprit ressassait sans cesse la même pensée, en boucle. Montfort est à l'est, le motel est à l'ouest. Peut-être qu'elle s'est trompée de direction. Peut-être que les routes étaient trop mauvaises, et qu'elle a dû s'arrêter. Peut-être que ceci. Peut-être qu'il y a une explication toute simple. Le motel des Pins se trouvait en retrait de la départementale 52. C'était un bâtiment bas et triste, surmonté d'une enseigne au néon qui clignotait, alternant faiblement entre le rose et le bleu. Franck se gara sur le parking, la neige s'accumulant déjà en couches épaisses sur son capot. La berline Peugeot de Céline était garée juste devant la chambre 12. Il resta assis là un long moment, le moteur tournant, le chauffage soufflant à plein régime. Il se dit qu'il était stupide, tout simplement. Il se força à faire confiance à 43 ans de mariage. Puis, il la vit. Elle se tenait debout sur le parking, son manteau serré étroitement contre elle, et elle refusa catégoriquement de croiser son regard lorsqu'il descendit de son véhicule. La lumière fluorescente, qui émanait du bureau du motel, donnait à son visage un teint grisâtre et malade. « La voiture ne démarre pas, dit-elle, d'une voix trop aiguë, beaucoup trop rapide. La batterie est morte, je crois. » Franck regarda par-dessus son épaule, en direction de la chambre 12. Le rideau bougea légèrement à travers l'entrebâillement de la fenêtre. Il aperçut la silhouette d'un homme, qui était en train d'enfiler une chemise. Son estomac se noua violemment. Qui est-ce ? Céline suivit son regard, puis détourna les yeux, avec précipitation. « J'ai croisé un vieil ami. Les routes devenaient vraiment mauvaises, alors nous avons pris une chambre, pour attendre que ça passe. » Les mots restèrent suspendus dans l'air glacé. Pathétique, et tellement évident. Derrière eux, la porte du bureau du motel s'ouvrit dans un grincement. Un gamin d'une vingtaine d'années s'appuya contre le chambranle, mâchant un morceau de saucisson, avec un petit sourire en coin. Nuit difficile, hein ? Les mains de Franck se serrèrent en poing, mais il garda le silence. Il se contenta d'ouvrir la portière passager de son utilitaire. Monte. Céline hésita un instant, jetant un dernier coup d'œil nerveux vers la chambre 12. Le rideau était maintenant complètement fermé. Céline, monte dans ce camion. Elle grimpa à l'intérieur, et attacha sa ceinture de sécurité avec des mains qui tremblaient. Franck s'installa au volant, et passa la première. L'habitacle tout entier sentait le désodorisant bon marché au pain, mélangé au gaz d'échappement. Ils roulèrent dans un silence de mort. La neige s'épaississait de minute en minute. Franck dut dégager le pare-brise à 2 reprises, se penchant en avant pour tenter de discerner la route. Ses jointures étaient blanches, crispées sur le volant. Le parfum de Céline emplissait la cabine. Trop doux. Quelque chose de cher, qu'elle n'avait jamais porté auparavant. Elle essaya de parler, une seule fois. « Franck, je... » Il ne répondit pas. Il continua simplement à conduire. Les essuie-glaces battaient leur rythme régulier,
le chauffage soufflait un air brûlant, qui ne parvenait pourtant pas à dissiper le froid polaire qui s'était installé dans sa poitrine. Ces 60 kilomètres lui parurent en faire 600. Lorsqu'ils se garèrent enfin dans leur allée, Céline sortit précipitamment, et courut se réfugier dans la maison. Franck resta assis dans son camion, le moteur toujours en marche, regardant la neige s'accumuler sur le pare-brise. Chaque flocon accrochait la lumière du Porsche, juste avant de fondre. Il avait construit cette maison, posé la charpente, tiré les câbles électriques, installé la plomberie, il y a 41 ans de cela, de ses propres mains, grâce à un prêt du Crédit Agricole. Il se souvenait encore parfaitement de l'odeur du bois frais, et de la façon dont Céline avait pleuré de joie, lorsqu'il lui avait fait franchir le seuil de la porte. Un vieil ami, comme s'il était stupide. Il coupa le contact, et écouta le moteur cliqueter en refroidissant. Son alliance capta la faible lueur du tableau de bord, l'or était rayé, usé par le temps. Lorsqu'il rentra finalement à l'intérieur, Céline se tenait devant l'évier de la cuisine, lui tournant le dos, les épaules secouées par les sanglots. « Franck, je t'en prie, il faut qu'on parle. » Il passa devant elle, se dirigea vers la chambre, et ferma la porte sans daigner répondre. Dans l'obscurité, il s'assit sur le bord de ce lit qu'il partageait depuis 43 ans. Ses mains tremblaient encore. Il les plaqua fermement contre ses genoux, s'efforçant de les calmer. Depuis la cuisine, il entendait l'eau couler, la cafetière se mettre en route, et Céline s'affairer, faisant du bruit comme si tout était parfaitement normal. Il fixa la porte close. Demain, elle aurait une explication toute prête. Demain, elle lui raconterait quelque chose qui aurait du sens, quelque chose auquel il pourrait croire. Demain, peut-être que ses mains cesseraient de trembler. Mais ce soir, il resta simplement assis là, dans le noir, écoutant sa femme faire semblant de rien, se demandant à quel moment précis sa vie était devenue un mensonge. Le jeudi matin arriva, baigné par la pâle lumière d'hiver qui filtrait à travers la fenêtre de la cuisine. Franck fut réveillé par l'odeur des pancakes. Céline se tenait devant la cuisinière, une spatule à la main, le dos raide. Lorsqu'elle se retourna, ses yeux étaient rouges et gonflés. Son mascara avait coulé sur ses joues, laissant de sombres traînées. « J'ai brûlé la première fournée, dit-elle, d'une toute petite voix. Elle posa une assiette devant lui. Les bords des pancakes étaient carbonisés. Franck prit sa fourchette, sans prononcer un mot. Elle s'assit en face de lui, les deux mains enroulées autour de sa tasse de café, comme si elle était frigorifiée. Franck, sa voix se brisa. C'était une erreur. Une erreur stupide, et terrible. Il coupa un morceau de pancake. Ça avait le goût de la cendre, et il y avait beaucoup trop de sirop. J'ai croisé Didier au cours de danse country. Tu te souviens, l'année dernière, je t'en avais parlé. Il était juste. Il était gentil avec moi. Il me faisait rire. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes. Ses mains tremblaient. Les routes étaient mauvaises mercredi, alors on s'est arrêté pour prendre un café, et une chose en a entraîné une autre. Et je te jure devant Dieu, Franck, que ça ne signifiait rien du tout. Franck posa sa fourchette, et la regarda droit dans les yeux, pour la première fois depuis le motel. Elle se pencha à travers la table, et agrippa sa main. Ses doigts étaient glacés. Je vais y mettre fin aujourd'hui, tout de suite. Je vais l'appeler, et tout arrêter. On peut aller voir un conseiller conjugal. Travailler sur notre couple. Je t'en prie, Franck. 43 ans, ça ne peut pas se terminer comme ça. Des flashs défilèrent derrière ses paupières. Le jour de leur mariage. Elle, magnifique dans une robe blanche toute simple, achetée à la Redoute. La naissance de Chloé. Céline, épuisée mais rayonnante, tenant leur fille dans ses bras. Cette maison, pièce par pièce, construite avec ses propres mains, pendant qu'elle peignait les murs et accrochait les rideaux. 43 ans. Les gens faisaient des erreurs. Les gens étaient faibles. Peut-être que le pardon était le choix des forts. Il hocha lentement la tête. On va travailler là-dessus. Le visage de Céline se crispa de soulagement. Elle contourna la table, enroula ses bras autour de lui par derrière, et pressa son visage contre son épaule. Merci, mon Dieu. Merci. Je t'aime. Je suis tellement désolé.
La chaleur de son corps semblait réelle. Ou peut-être qu'il avait juste envie que ce soit réel. Le vendredi, Céline était différente. Joyeuse, fredonnant faux tout en nettoyant la maison. Elle prépara son dîner préféré, un bœuf carotte avec des pommes de terre. Elle suggéra de regarder un vieux film, le genre de film qu'il regardait quand Chloé était petite. Mais son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. À chaque fois, elle y jetait un coup d'œil furtif, puis s'isolait dans une autre pièce pour vérifier. Des trucs du boulot, disait-elle en revenant. Franck voulait la croire. Le samedi matin, elle annonça qu'elle allait faire des courses. « Tu as besoin de quelque chose de spécial ?» demanda-t-elle. Trop enthousiaste, enfilant son manteau beaucoup trop vite. « On a tout ce qu'il faut » répondit Franck. « Bon, je vais juste prendre 2 ou 3 bricoles. » Elle était déjà dehors avant même qu'il ne puisse répondre. Franck resta assis à la table de la cuisine, son café refroidissant dans sa tasse. Quelque chose clochait. Tout clochait. Il se dirigea vers son bureau, dans le coin du salon, et commença à trier des papiers, des factures, des reçus, le désordre habituel. C'est à ce moment-là qu'il le remarqua. Il y avait un espace vide dans le classeur, à l'endroit exact où devaient se trouver les relevés bancaires. Son rythme cardiaque s'accéléra. Il vérifia le tiroir à nouveau. Le relevé de janvier était là. Ceux de décembre et de novembre aussi. Mais tout ce qui datait de l'été dernier avait disparu. Franck ouvrit l'ordinateur portable qu'il partageait, les mains fébriles. Il allait chercher des conseillers conjugaux, prendre un rendez-vous, se prouver à lui-même qu'il faisait un effort. L'écran s'alluma. La boîte mail de Céline était toujours ouverte. Elle avait dû oublier de se déconnecter. Le message le plus récent trônait en haut de la boîte de réception. Envoyé ce matin, à 7h43. Objet, encore 2 semaines, mon amour. 2. Didier Morel. La main de Franck se figea sur le pavé tactile. Il cliqua. Mon amour, il y a cru. Donne-moi encore 2 semaines, le temps de transférer le reste de l'argent, et on sera libre. Il est trop vieux, et beaucoup trop fier pour se battre. L'idée du conseiller conjugal était un coup de génie. Ça nous fait gagner du temps. Je t'aime. D. La cuisine sembla tanguer. Franck s'agrippa au bord du bureau. Il fit défiler la page vers le bas. Des dizaines d'autres courriels. Des centaines, peut-être. Remontant à 18 mois en arrière. Les objets des messages lui sautaient aux yeux. Notre avenir. Le plan. J'ai hâte de me réveiller à tes côtés quand on sera enfin libre. Son doigt bougeait tout seul. Cliquant. Ouvrant. Lisant. Il ne me comprend pas. Il ne l'a jamais fait. C'est comme vivre avec un meuble. Utile, mais on n'y fait même plus attention. Celui-là venait de Céline, il y a 6 mois. La réponse de Didier, tu mérites mieux, ma belle. Une vraie vie avec moi. Un autre, d'il y a 3 mois, j'ai viré 2400 € de plus aujourd'hui. Il ne vérifie même pas les relevés de compte. Il signe tout ce que je lui mets sous le nez. Encore 2 mois, et on aura assez pour la compte du chalet. La vision de Franck se brouilla. Des larmes, de la rage, ou un état de choc. Il ne savait pas. Il cliqua sur un mail datant de 2 semaines. Je ne supporte plus son odeur. L'huile de moteur et la lotion Ménan. Didier, j'ai 65 ans. Si je ne le fais pas maintenant, je vais mourir dans cette maison, avec un homme qui ne me voit même pas. Didier, encore 2 semaines. Déplace l'argent, et on s'en va. Il sera trop fier pour contester quoi que ce soit. Les vieux gars comme lui, ils encaissent, c'est tout. Franck referma l'ordinateur, et resta assis dans le salon plongé dans la pénombre, fixant ses propres mains. Des mains rugueuses, couvertes de cicatrices, tachées par 42 ans de graisse mécanique et de labeur acharné. Des mains qui avaient construit cette maison. Élevé une fille. Réparer toutes les voitures de cette ville, à des prix honnêtes. Un meuble. L'horloge au mur faisait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, une voiture passa. La voiture de Céline se gara dans l'allée à 15h15.
Franck entendit sa clé tourner dans la serrure. Il entendit ses pas résonner dans la cuisine. La lumière s'alluma. Elle poussa un petit cri de surprise. « Franck, pourquoi tu es assis dans le noir? Tu m'as fait peur. » Il était toujours assis au bureau, l'ordinateur fermé devant lui, les lumières éteintes. Sa voix sortit, plate, totalement vide. « Comment c'était, les courses? » Elle hésita. Une seconde de trop. « Bien. Il n'avait plus le pain que tu aimes, alors j'ai 3 heures pour faire des courses. J'ai croisé Patricia. On a discuté. » Franck se leva lentement, et la regarda droit dans les yeux. « Je sais tout, Céline. » Son visage devint livide. « Tu sais quoi? » « Tout. » Le visage de Céline passa par tout un cycle d'émotions. Le choc, la peur, la colère, puis le calcul. Elle opta finalement pour la provocation. « Tu as fouillé dans mes mails privées. C'est illégal, Franck. C'est une violation de... C'est notre ordinateur, et c'est notre compte commun. » Sa voix était toujours aussi plate, sans vie. « Tu veux vraiment qu'on parle de violation? » Elle changea de tactique, les larmes lui montant instantanément aux yeux. « J'allais te le dire. Je te jure que j'allais y mettre fin. Se mêle. C'est lui, il ne veut pas me laisser tranquille. Je lui ai dit que c'était fini, mais il continue de... Arrête. » Le mot trancha l'air entre eux. Franck se rassit au bureau, et rouvrit l'ordinateur. L'écran projeta une lueur bleutée dans le salon assombri. « Tu veux t'expliquer? Très bien. On va les lire ensemble. » Franck, ne fais pas ça. Il cliqua sur le mail le plus ancien, datant d'il y a 18 mois. Il le lut à voix haute. « J'ai rencontré l'homme le plus incroyable aujourd'hui, à la danse country. Didier. Il m'a fait me sentir jeune à nouveau, comme si j'avais de l'importance. » Le visage de Céline se décomposa, mais il continua. Le mail suivant. « On a pris un café aujourd'hui. Il m'a posé des questions sur ma vie. Il m'a vraiment posé des questions, Franck. À quand remonte la dernière fois où tu m'as demandé quoi que ce soit? Un autre. Didier dit que je suis belle. À quand remonte la dernière fois où tu m'as dit ça? » La voix de Franck restait calme, presque mécanique. Clic, lecture, clic, lecture. On s'est embrassé aujourd'hui. Je sais que je ne devrais pas, mais mon Dieu, Franck, je me suis sentie vivante. Il veut construire une vie avec moi. Une vraie vie, avec de l'aventure, des voyages, pas juste rester assise devant la télé à attendre la mort. Céline pleurait à chaudes larmes maintenant, mais Franck ne s'arrêta pas. Il y a 6 mois. J'ai viré 9 800 € de nos économies aujourd'hui. Didier et moi, on prépare un voyage. De toute façon, Franck ne vérifie jamais les comptes. Il y a 5 mois. C'est comme vivre avec un meuble. Utile, mais on n'y fait plus attention. On se contente d'exister autour. La voix de Franck se brisa sur cette phrase. Il fit une pause, déglutit, puis reprit sa lecture. Didier a trouvé un chalet près du parc régional, parfait pour les week-ends. On va le louer. Notre endroit à nous, loin de cette ville morte et de mon mariage mort. Il y a 3 mois. J'ai viré 2400 € de plus. Le chalet a besoin de meubles. De vrais meubles. Pas des saletés que Franck fabrique dans son atelier. Celle-là fut comme une brûlure. Tout ce qu'il y avait dans cette maison, la table de la cuisine, le cadre du lit, les bibliothèques, il les avait construits de ses propres mains. Des saletés. Céline tendit la main vers l'ordinateur. « Je t'en prie, arrête. Je ne le pensais pas. » Il écarta l'appareil, hors de sa portée, et continua de cliquer. « J'ai 65 ans, Didier. Je ne reculerai pas maintenant. Je vais mourir dans cette maison, avec un homme qui sent l'huile de moteur et qui ne me voit même pas. » L'idée du conseiller conjugal est brillante. Ça va le garder calme le temps qu'on finisse de virer l'argent. Il est trop stupide pour se douter de quoi que ce soit. Franck ferma l'ordinateur, et resta assis là, dans le noir, fixant le vide. Céline s'agenouilla près de sa chaise. « J'étais perdu.
J'avais peur de vieillir, peur de mourir sans plus jamais rien ressentir. Combien? Quoi? Combien d'argent m'as-tu volé? Elle tressaillit. Je n'ai pas volé. C'est notre argent. C'est un compte joint. Combien, Céline? Un lourd silence s'installa. Franck se leva, se dirigea vers le classeur, et en sortit les relevés bancaires qu'elle n'avait pas cachés. Janvier, décembre, novembre. Il attrapa une calculatrice dans le tiroir. Céline le regarda faire, livide, pendant qu'il épluchait chaque relevé, surlignant les retraits, et les additionnant. 2800 €. 2200 €. 1500 €. 2400 €. Et ainsi de suite. Des sommes suffisamment petites pour ne pas attirer l'attention, mais suffisamment grandes pour faire monter l'addition. L'écran de la calculatrice afficha 47 200 €. Franck la posa doucement sur la table. 47 000 € en 18 mois. La voix de Céline n'était plus qu'un murmure. On va te rembourser. On. Je veux dire, j'allais te. Toi et Didier. Votre chalet, votre avenir, mon argent. Elle se leva, et tenta de toucher son bras. Il recula brusquement. Où est-ce? Qu'est-ce que tu as fait de ces 47 000 €? La location du chalet coûtait 22 000 €. Les meubles, et... Des meubles que tu as achetés avec un homme avec qui tu me trompes. En utilisant l'argent que j'ai gagné en m'écorchant les jointures sur des moteurs gelés pendant 42 ans. Sa voix montait dans les tours maintenant, son calme apparent commençait à se fissurer. L'argent que j'avais mis de côté pour notre retraite. Pour l'héritage de Chloé, quand on ne sera plus là. Il s'arrêta, la poitrine haletante. Tu m'as traité de meuble. Je ne le pensais pas. J'étais en colère. J'étais. Tu m'as volé. Tu m'as menti en pleine figure, tous les jours, pendant 1 an et demi. Tu préparais ta fuite pendant que je dormais à côté de toi. Il la regarda comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Qui es-tu? Le visage de Céline se durcit. Je suis quelqu'un qui en avait assez d'être invisible. Assez d'être prise pour acquise. Tu crois que tu es une sorte de saint? Tu travaillais tout le temps. Tu rentrais à la maison en sentant le garage, tu t'endormais devant la télé tous les soirs. C'est donc ça que je méritais? Le vol et la trahison. Tu m'as ignoré pendant des années. Je t'ai construit une maison. La voix de Franck se brisa. Je travaillais 6 jours par semaine, pour que tu puisses rester à la maison avec Chloé. J'ai réparé toutes les poubelles roulantes de ce département, pour qu'on puisse économiser pour la retraite. Je ne t'ai jamais trompé. Je n'ai jamais menti. Jamais. Il s'arrêta. J'étais ennuyeux. C'est ça mon crime. J'étais ennuyeux, et je sentais l'huile de moteur. Franck. Sors d'ici. Quoi? Sors de ma vue. Va dormir dans l'ancienne chambre de Chloé. Je m'en fous. Juste. Il lui tourna le dos. Je ne peux plus te regarder. Céline resta plantée là, ouvrant et fermant la bouche sans qu'aucun son ne sorte. Finalement, elle s'éloigna dans le couloir. Une porte se ferma. Franck s'assit à la table de la cuisine. Il était 4h17 du matin. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement régulier du réfrigérateur. Il enfouit sa tête dans ses mains. 43 années envolées. Simplement effacées. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Reste loin de Céline. Elle est à moi, maintenant. Passe à autre chose, le vieux. Franck dévisagea l'écran. Il ne répondit pas. Il éteignit son téléphone. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. L'aube pointait, qu'il le veuille ou non. Le dimanche matin, les cloches de l'église sonnèrent à 9h. Franck n'y alla pas. Il s'assit sur le porche, par un froid piquant d'1 degré. Sans manteau. Il fumait une cigarette qu'Henri lui avait donnée des mois auparavant. C'était la première fois qu'il fumait depuis 20 ans. Ça lui brûla la gorge, ça le fit tousser, mais il s'en fichait éperdument. À l'intérieur,
Céline s'activait en fredonnant. Elle fredonnait vraiment, en faisant la lessive, comme si c'était un dimanche comme les autres. Ce décalage total avec la réalité lui donnait l'impression de devenir fou. Henri apparut à la limite de la clôture, un torchon sur l'épaule. Il jeta un seul coup d'œil à Franck, posa son torchon, et traversa la propriété sans demander la permission. Il s'assit sur l'autre chaise du porche. Ils ne se parlèrent pas pendant 10 minutes, ils restèrent simplement assis là, le vent secouant les branches nues des arbres, la neige fondue s'égouttant des gouttières. Finalement, Henri sortit son paquet de Marlboro rouge, en alluma une, et tendit le paquet à Franck. Franck prit une autre cigarette, et l'alluma avec des mains tremblantes. « Elle m'a trompé » lâcha Franck, la voix rocailleuse. Henri hocha la tête. Il n'avait pas l'air surpris. « Elle m'a volé 47 000 euros. » Les sourcils d'Henri se haussèrent, mais il ne dit mot. « Pendant 18 mois, juste sous mon nez. Je suis soit stupide, soit aveugle. » Ni l'un ni l'autre, répondit Henri. Tu lui faisais confiance. Ce n'est pas une faiblesse. Le rire de Franck fut amer. Pourtant, ça en a tout l'air. Ils fumèrent en silence. Depuis l'intérieur, le fredonnement faux de Céline dérivait par la fenêtre. Ne me quitte pas. Franck avait envie de hurler. Tu vas la laisser t'achever, demanda doucement Henri. Est-ce que tu vas faire quelque chose? Franck ne répondit pas. Henri se leva. J'ai la carte d'une avocate à l'intérieur. Une très bonne. Elle a aidé mon neveu quand sa femme a essayé de le plumer. Il marqua une pause. Tu la veux? Franck acquiesça, lentement. Lundi matin, dit Henri. Tu l'appelles. Tu ne dis rien à Céline. Tu ne préviens personne. Protège-toi, c'est tout. Il serra l'épaule de Franck. C'est toi qui as construit cette maison, Franck. C'est ton nom qui est sur l'acte de propriété. C'est ton argent sur ce compte. Elle n'a pas le droit de te voler ta vie, et de te traiter de meuble par-dessus le marché. Il repassa de l'autre côté de la clôture. Franck resta seul, sa cigarette se consumant jusqu'à lui brûler les doigts. À l'intérieur, Céline chantait. À l'extérieur, Franck prenait une décision. Le lundi matin, à 7h15, Franck composa le numéro qu'Henri avait gribouillé sur une serviette en papier. 3 sonneries. Cabinet Cresson. Maître Jeanne Cresson à l'appareil. La gorge de Franck se serra. Il déglutit, et réessaya. Maître, j'ai besoin d'aide. Ma femme, elle. Les mots restèrent coincés. Prenez votre temps, dit Jeanne. Sa voix était ferme, mais bienveillante. Dites-moi simplement ce qu'il s'est passé. Franck lui raconta tout. Le motel, les courriels, l'argent envolé. Sa voix se brisa 2 fois, mais il alla jusqu'au bout. Jeanne écouta sans l'interrompre une seule fois. Il entendait le grattement de son stylo sur le papier. Lorsqu'il eut terminé, il y eut un silence. Monsieur Delon, il s'agit là de fraude, et de dilapidation de biens. En France, l'adultère couplé à une faute financière a un impact direct sur le partage des biens, et le juge ne prend pas cela à la légère. Nouvelle pause. Je peux vous aider, mais nous devons agir vite, et dans la plus grande discrétion. Ne lui dites surtout pas que vous avez pris un avocat. Êtes-vous capable de faire ça? Oui, maître. Bien. Venez à mon bureau à 14h. Apportez tous les relevés bancaires que vous pourrez trouver, toutes les factures de carte de crédit, le moindre document portant vos 2 noms. Je le ferai. Et monsieur Delon. Vous n'êtes ni stupide, ni aveugle. Vous avez fait confiance à quelqu'un que vous aimiez. C'est ce qu'on appelle être humain. Les yeux de Franck le brûlèrent. Merci. Il raccrocha, et jeta un coup d'œil à l'horloge. 7 heures avant le rendez-vous. Céline dormait encore, ou faisait semblant. Franck se dirigea vers le meuble à dossier, et retira tous les documents qu'il put trouver. Les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les papiers du prêt immobilier d'il y a 41 ans, un prêt remboursé avec 15 ans d'avance, parce qu'il avait accepté chaque heure supplémentaire qu'on lui proposait. Il les étala sur la table de la cuisine, et commença à les examiner méthodiquement,
calculatrice en main. Dès qu'il sut quoi chercher, les retraits lui sautèrent aux yeux. Août, il y a 18 mois, 800 €, dépenses ménagères. Septembre, 2200 €, personnel. Octobre, 1950 €, divers. Chaque retrait tombait un jeudi. Le jour des courses de Céline. Il vérifia avec le calendrier accroché au mur. Chaque jeudi, elle lui avait dit qu'elle allait voir sa sœur, ou faire du shopping, ou qu'elle allait à son club de lecture. Des mensonges, rien que des mensonges. Le chiffre sur la calculatrice grimpait, 12 400 €. 24 600 €. 36 800 €. 47 000 €, et ça continuait. Les mains de Franck étaient parfaitement stables, maintenant. Sa rage brûlait à froid, elle n'était plus incandescente. Il était méthodique, et concentré. Il rouvrit le classeur, à la recherche des avis d'imposition. Il les passait en revue chaque année, avec la même régularité qu'il faisait la vidange de son camion. Un entretien de routine. Un document attira son attention. Un contrat de location. Il ne se souvenait pas de l'avoir déjà vu. Chalet de pêche des Deux Pins. Durée du bail, 18 mois. Co-signataires, Céline Delon, Didier Morel. Payé en totalité, 22 000 €. Franck le fixa intensément. Ils avaient loué un chalet avec son argent. Leur nid d'amour. Il ouvrit l'ordinateur portable, chercha l'adresse sur Internet, et trouva l'annonce immobilière. Les photos se chargèrent. Une cheminée en pierre, un lit king size avec une tête de lit rustique, un canapé en cuir, une cuisine tout équipée. Refuge parfait pour les couples, escapade romantique, isolée et privée. Ils l'avaient meublé, ils avaient planifié toute une vie là-bas, en dilapidant l'argent de sa retraite. Des coups frappés à la porte de derrière lui firent lever les yeux. Henri se tenait là, 2 tasses de café à la main. Il avait aperçu Franck par la fenêtre, entouré de paperasses. Il entra sans attendre qu'on l'invite, posa une tasse devant Franck, et baissa les yeux sur le contrat de location. Seigneur, Franck. 22 000 € pour le chalet, et 12 000 de plus pour les meubles, si j'en crois ses reçus. La voix de Franck était atone. Il y a 8 000 € de retrait en espèces que je ne peux pas tracer. Probablement l'argent de leur encart, pour l'emmener dans de bons restos, pendant que je mangeais les restes, tout seul. Henri tira une chaise, s'assit, et parcourut quelques documents. Tu gardes tout ça? Chaque page. Je les emmène chez l'avocate cet après-midi. C'est bien. Henri but une gorgée de son café. Tu l'as dit à Céline? Non. Elle ne sait pas que je fais ça. C'est encore mieux. Ils restèrent assis en silence. L'horloge murale égrenait les secondes. Dehors, la neige fondue s'écoulait des gouttières. Ma femme a eu une aventure, dit doucement Henri. C'était en 94. Une aventure émotionnelle, pas physique, mais ça a bien failli me tuer. J'avais trouvé des mets. C'était les débuts d'Internet. Tu te souviens, à l'époque où il fallait utiliser un modem qui hurlait. Franck le regarda. Elle avait prévu de me quitter. Tout était organisé. Et puis le gars. Il s'est dégonflé, et a trouvé quelqu'un de plus jeune. La mâchoire d'Henri se contracta. Elle est revenue vers moi, parce qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Et j'étais tellement reconnaissant qu'elle reste. J'ai fait semblant que rien de tout ça n'était jamais arrivé. Et ça a marché? Pendant un temps. Puis le cancer a frappé, et... La voix d'Henri se cassa. On a eu 5 belles années après ça. Vraiment belles. Mais Franck, j'ai passé ces 5 années à me demander si elle était restée parce qu'elle m'aimait, ou si c'était parce qu'elle n'avait pas le choix. Cette incertitude, ça a tout empoisonné. Il regarda Franck droit dans les yeux. Ne fais pas comme moi. Ne la reprends pas juste parce que c'est plus facile que d'être seul. Ta dignité vaut bien plus que ton petit confort. J'ai 68 ans, Henri. Qui recommence sa vie à 68 ans? Quelqu'un à qui il reste 20 belles années à vivre, et qui ne veut pas les passer à se faire traiter de meubles. La porte de derrière s'ouvrit. Céline se tenait sur le seuil, en peignoir. Ses yeux allaient de Franck à Henri, puis aux papiers étalés sur la table.
Qu'est-ce qui se passe ici? Henri se leva. Je venais juste déposer du café. On se voit plus tard, Franck. Il sortit par la porte arrière. Céline s'approcha, fixant les papiers. Son visage blêmit. Franck, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu fais du tri? Pourquoi? Il leva les yeux vers elle, il la regarda vraiment, et se demanda à quel moment précis elle avait cessé d'être sa femme, pour devenir une étrangère. Parce que j'ai fini de faire semblant de ne rien voir. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma. Elle resserra son peignoir contre elle. Voir quoi? Franck attrapa le bail du chalet, et le brandit. Le chalet de pêche des Deux Pins. Toi et Didier. 22 000 €. Mon argent. Toutes les couleurs désertèrent le visage de sa femme. Je peux t'expliquer. Non. Il se leva. Tu ne peux pas. Aucune explication ne pourra jamais justifier ça. Franck, je t'en supplie. J'ai un rendez-vous à 14 h. Tu seras parti quand je rentrerai. Quoi? Tu ne peux pas me jeter de chez moi comme ça. C'est ma maison, à moi aussi. C'est mon nom qui figure sur l'acte de propriété. Je l'ai construite de mes mains, et j'en ai terminé avec toi. Sa voix était calme, mais elle tranchait comme une lame. Fais un sac. Va dans ton chalet. Va retrouver Didier. Ça m'est complètement égal. Je veux juste que tu sois parti. Le visage de Céline se tordit de fureur. Tu vas le regretter, le vieux. Tu vas finir tout seul, misérable. Et tu réaliseras, quand il sera trop tard, que j'étais la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Franck ramassa ses clés, et passa devant elle pour se diriger vers la porte. Je suis déjà tout seul, rétorqua-t-il. Je le suis depuis 18 mois. Je ne le savais juste pas encore. Il la laissa planter au milieu de la cuisine, entourée par les preuves accablantes de sa trahison. Il conduisit jusqu'au cabinet de Maître Cresson avec une heure d'avance, s'assit dans le parking, les deux mains posées sur le volant, et finalement, il s'autorisa enfin à pleurer. Le bureau de Jeanne Cresson sentait la cire pour meubles et les vieux codes de loi. Des murs lambrissés, des diplômes encadrés, et un bureau rangé avec une précision chirurgicale. Elle avait peut-être 63 ans. Elle portait des lunettes de lecture au bout d'une chaînette, et offrit à Franck une poignée de main dont la fermeté égalait la sienne. Ses paumes étaient calleuses, elle aussi, elle travaillait avec ses mains. Asseyez-vous. Franck s'installa, et étala les documents sur le bureau. Elle les examina méthodiquement, sans prononcer une parole, prenant des notes sur un bloc de papier jaune, de son écriture précise. Son stylo gratta le papier pendant 10 bonnes minutes, sans interruption. Finalement, elle releva la tête. Il s'agit d'une escroquerie, et d'une dilapidation de biens mobiliers. En France, un adultère aggravé par une faute financière modifie l'équité du partage des biens devant le juge aux affaires familiales. Elle tapota le contrat de location. Ce chalet, vous ne l'avez pas signé. Vous ignoriez son existence jusqu'à hier. C'est exact. Parfait. C'est un faux en écriture si elle a imité votre signature. Ou alors, c'est un détournement de fonds, si elle a utilisé l'argent du compte joint sans votre consentement, pour entretenir une liaison extra-conjugale. Elle nota autre chose. Nous pouvons déposer une requête en séparation de corps, demander le gel des avoirs restants, et exiger le remboursement des sommes volées. Combien de temps ça va prendre? Si elle ne conteste pas, entre 6 mois et 1 an. Si elle décide de se battre, ce sera plus long. Mais Franck, je vais être franche avec vous. Nous ne récupérons pas la totalité des 47 000 €. L'argent du chalet a été dépensé. Les retraits en espèces se sont évaporés. On pourra peut-être récupérer 20 000, voire 30 000 € si on a de la chance. Franck hocha la tête. Il s'y attendait. Mes honoraires de base s'élèvent à 5 000 €. Il eut un mouvement de recul, mais attrapa tout de même son chéquier. Jeanne leva la main pour l'arrêter. Mais je vais vous faire une remise de 2 000 €. Certaines affaires ne sont qu'une question d'argent. Celle-ci est une question de dignité. Nous trouverons un arrangement. La gorge de Franck se serra. Merci, maître.
Ne me remerciez pas tout de suite. Nous devons agir vite, et silencieusement. Ne lui dites surtout pas que vous prenez un avocat. Je déposerai le dossier jeudi. D'ici là, documentez absolument tout. Prenez des photos des objets de valeur. Faites l'inventaire du patrimoine. Ouvrez un compte bancaire séparé. Légalement, vous avez droit à la moitié de ce qu'il reste. Elle s'en rendra compte, évidemment. Laissez-la faire. Le temps qu'elle réagisse, vous serez déjà protégé. Franck signa la convention d'honoraires. Sa main ne tremblait plus. Le lundi soir, Henri vint chez lui, armé de son appareil photo. Jeanne a dit qu'on avait besoin de photos, avec un horodatage pour le dossier juridique. Ils passèrent la maison au peigne fin, méthodiquement. Les outils de Franck dans l'atelier, qui valaient des milliers d'euros. Les meubles qu'il avait construits, la table de la cuisine, la structure du lit, les bibliothèques. La boîte à bijoux de Céline. L'horloge ancienne posée sur la cheminée, qui venait de sa mère. Henri photographia chaque objet, l'appareil cliquetant, le flash ricochant sur les murs. Céline rentra alors qu'il se trouvait dans le salon. « Qu'est-ce que vous faites ?» « L'inventaire, répondit Franck. « Je m'organise. » Elle les observa, les bras croisés. « J'ai l'impression que tu te prépares pour quelque chose. » « C'est juste le grand nettoyage de printemps. On est en janvier, je prends de l'avance. » Elle ne crut pas un mot de ce qu'il disait, mais n'insista pas. Elle fila dans la chambre, et ferma la porte. Henri baissa la voix. Elle commence à se méfier. Tant mieux. Laisse-la transpirer un peu. Le mardi matin, Franck se rendit dans une autre banque, à l'autre bout de la ville. Il ouvrit un nouveau compte, et y transféra 23 400 €, soit très exactement la moitié de ce qu'il restait sur leurs économies. C'était légal, stratégique, et cela le protégeait. Son téléphone sonna sur le chemin du retour. Maître Cresson. Franck, j'ai fait des vérifications sur les antécédents de Didier Morel. Vous êtes bien assis? Je conduis, mais allez-y. Il est marié. Sa femme s'appelle Sandrine Morel. Ils ont 2 enfants, de 19 et 16 ans. Et il habite à Montfort. Les mains de Franck se resserrèrent sur le volant. La sœur de Céline habite à Montfort. C'est pratique, n'est-ce pas? J'imagine que c'est là-bas qu'ils se donnaient rendez-vous. Franck se rangea sur le bas-côté, et s'arrêta, le moteur tournant au ralenti. Il est marié. Absolument. Et écoutez bien ça, son entreprise de bâtiment est au bord de la faillite. Les avis clients sont catastrophiques. Des plaintes s'accumulent pour des travaux bâclés et des litiges financiers. Je pense qu'il a ciblé Céline uniquement parce qu'elle avait accès à de l'argent. Elle n'avait probablement aucune autre importance à ses yeux. Probablement pas. Ces types-là, ce sont des prédateurs. Ils repèrent des femmes vulnérables, et ils les saignent à blanc. Franck rit, d'un rire dur et amer. Elle m'a traité de meuble. Et pendant ce temps-là, elle se faisait arnaquer par un entrepreneur marié, dont la boîte est en train de couler. Voulez-vous que je contacte son épouse? Pas encore. Mais gardez cette carte dans votre manche. Entendu. Franck, vous vous débrouillez très bien. Tenez bon. Il raccrocha. Il resta garé là, sur le bord de la départementale 52, regardant les voitures défiler. Céline avait jeté 43 ans de sa vie par la fenêtre, pour un escroc. Un escroc marié, qui la considérait comme un pigeon, et non comme une partenaire. Il aurait dû se sentir vengé. Mais au lieu de ça, il se sentait juste terriblement fatigué. Le mercredi soir, Franck et Henri étaient assis sur le porche, passant en revue des documents. La température avait chuté, mais Franck s'en fichait. Le froid l'aidait à garder les idées claires. Des phares balayèrent l'allée. C'était la voiture de Céline, mais juste derrière elle, un autre véhicule la suivait. Un pick-up surélevé, au moteur bruyant, orné d'un autocollant de surf sur la vitre arrière. Didier. Henri se leva. C'est lui? Ouais. Didier descendit le premier. La cinquantaine, des muscles de salle de sport moulés dans une chemise trop serrée,
une arrogance qui masquait mal un profond manque de confiance en lui. Il s'avança dans l'allée avec l'assurance du propriétaire des lieux. Henri descendit du Porsche et lui barra le passage. Propriété privée. Didier s'arrêta et jaugea Henri de la tête aux pieds. « T'es qui, toi, le vieux ? » ?»« Quelqu'un qui habite ici. Contrairement à toi. » Céline sortit de sa voiture. « Didier, attends. » Franck se leva et s'avança jusqu'au bord des marches du Porsche. « Vous devez partir. » Didier ricana. « Sinon quoi ? Tu vas me transformer en meuble ? » Le mot frappa Franck en plein visage, comme un coup de poing, mais il ne s'y a pas. Il planta son regard dans celui de Didier. « Vous êtes sur ma propriété. C'est une violation de domicile. Vous partez, ou j'appelle les gendarmes. » Tu parles beaucoup pour un. Didier. La voix de Céline était tranchante. On s'en va. Didier regarda tour à tour Franck et Henri, essayant d'évaluer s'il pouvait forcer le passage. La main d'Henri se posa sur son téléphone. Les gendarmes sont en numérotation abrégée. C'est toi qui vois. Le sourire narquois de Didier s'effaça. Il recula vers son pick-up. C'est pas fini, le vieux. Si, dit doucement Franck. C'est fini. Didier démarra en trombe, projetant des graviers dans l'allée. Céline restait plantée près de sa voiture, l'air minuscule et complètement perdu. Franck, je ne savais pas qu'il viendrait avec moi. Pars avec lui, ou ne pars pas. Ça ne m'intéresse plus. Elle remonta dans sa voiture, et s'éloigna à son tour. Henri se rassit. Voilà donc la concurrence. Un gars qui conduit un camion qui fait plus de bruit que son propre cerveau. Franck faillit sourire. Faillit. Il faut que j'en finisse avec ça, dit-il. Et vite. Vendredi, répondit Henri. Jeanne dépose le dossier vendredi, c'est ça? Ouais. Alors vendredi, tu récupères ta maison. Franck contempla l'atelier, le Porsche, cette maison qu'il avait érigée de ses deux mains. Ouais. Vendredi. Le jeudi matin, le téléphone de Franck sonna. L'écran affichait « Chloé ». Son cœur fit un bond. C'était la première fois qu'elle appelait depuis des jours. Il décrocha précipitamment. « Coucou, ma chérie. »« Papa. » Sa voix était tendue. Elle était en colère. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'espoir de Franck retomba comme un soufflet. « C'est compliqué, ma puce. Ta mère et moi, on traverse une mauvaise passe. » Une mauvaise passe? Papa, elle m'a appelé hier soir, en larmes. Elle m'a dit que tu avais changé les serrures, que tu avais vidé les comptes en banque. Et tu refuses de lui dire pourquoi. Le ton de Chloé monta. Elle dit que tu es cruel, que tu fais une sorte de dépression nerveuse. Franck ferma les yeux. Céline l'avait devancé. Ce n'est pas du tout ça. Alors c'est quoi? Parce que maman dit que tu l'accuses de te tromper sans la moindre preuve, que tu deviens paranoïaque et tyrannique. En fond sonore, il entendit la voix de Céline. Dis-lui qu'il réagit de manière disproportionnée, ma chérie. Ainsi donc, Céline était juste à côté d'elle, pour lui souffler les mots. Chloé, cette histoire est bien plus complexe que ce que ta mère veut bien te raconter. C'est-à-dire? Elle affirme que tu refuses même de lui adresser la parole. Que tu es rentré un jour, et que tu as complètement pété les plombs. Franck aurait pu parler du motel, des courriels, des 47 000 €, du chalet, du mariage de Didier. Mais il percevait les manipulations de Céline à travers les mots de sa fille. Sa fille ne le croirait jamais sans preuve tangible. Et s'il se défendait avec trop de véhémence, il aurait l'air désespéré, et donc coupable. « Je t'aime, dit-il doucement. Je ne fais pas de dépression nerveuse. Il se passe des choses que je ne peux pas t'expliquer pour le moment, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Te faire confiance? Papa, tu te comportes comme un fou. Maman est dévastée. Je sais qu'elle l'est. Alors répare ça. Présente tes excuses. Arrête d'être aussi têtu. La gorge de Franck se serra à l'en étouffer.
Sa fille, sa petite fille, celle qu'il avait portée sur ses épaules, à qui il avait appris à faire du vélo, qu'il avait accompagnée jusqu'à l'hôtel le jour de son mariage. Elle pensait que le problème, c'était lui. Chloé, je suis désolé que tu te retrouves au milieu de tout ça. C'est la dernière chose que je souhaitais. Alors arrête. Fais-toi soigner. Maman dit que tu dois voir quelqu'un, un thérapeute, ou bien je devrais raccrocher. Papa, ne t'avise pas de me raccrocher au. Il coupa la communication. Il resta assis à la table de la cuisine, le téléphone dans ses mains tremblantes. Henri passa par la porte arrière, 2 tasses de café en main, et jeta un coup d'œil au visage de Franck. Ça s'est mal passé? Elle pense que je suis fou. Elle pense que je suis cruel. Céline lui a raconté une histoire de toute pièce, et Chloé la croit. Henri posa le café. La vérité finit toujours par éclater. Et si ce n'est pas le cas? Et si la version de Céline était la seule qu'elle acceptait de croire? Alors ce sera la faute de Céline, pas la tienne. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent, Franck. Tu ne peux contrôler que tes propres actes. Franck fixa son téléphone. Il avait envie de rappeler Chloé. De tout lui expliquer. De lui faire comprendre. Mais la voix de Jeanne résonnait dans sa tête. Les justifications désespérées ressemblent souvent à des mensonges. Laisse couler, conseilla Henri. Dépose le dossier demain. La vérité finit par rattraper tout le monde. La ville commençait à jaser. Le jeudi après-midi, Franck se rendit à la quincaillerie pour acheter du papier de verre. Le vendeur, Thomas, le dévisagea d'un air bizarre. « Tout va bien, monsieur Delon ?»« Très bien. C'est juste que, j'ai entendu des choses. Vous savez comment c'est. » Franck paya, et sortit. Au café du coin, Béatrice lui apporta son café sans qu'il ait à le commander. Elle lui tapota l'épaule. « Tiens bon, mon grand. » Ce qui signifiait qu'elle était au courant. Ce qui signifiait que toute la ville était au courant. Il s'assit dans son camion, sur le parking. Son café devenait froid. Son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro qu'il ne connaissait pas. C'est Doris Michaud. Je prie pour vous. Cette femme ne vous a jamais mérité. Un autre SMS, d'un numéro différent. Franck, c'est Patricia. J'ai entendu la version de Céline. Tu devrais avoir honte. Un homme de ton âge, qui l'accuse sans la moindre preuve. C'est scandaleux. Ainsi donc, la ville était divisée. Certains le croyaient, d'autres prenaient le parti de Céline. La vie dans une petite ville. Tout le monde était au courant des affaires de tout le monde, et tout le monde avait son mot à dire. Le jeudi soir, Céline rentra tard. Elle entra dans le salon, où Franck était assis avec Henri, des documents étalés sur la table basse. « J'ai besoin de te parler, seul à seul. » Henri se leva. « Je serai de l'autre côté de la clôture si tu as besoin de moi. » Lorsqu'il fut sorti, Céline s'assit. Ses yeux étaient rouges, mais Franck était incapable de dire si ses larmes étaient encore réelles. « Tu as monté notre fille contre moi. » Franck la dévisagea. « Je n'ai pas prononcé un seul mot à Chloé sur cette histoire. Elle m'a appelé en pleurant. Elle dit qu'elle ne sait plus qui croire. Tant mieux. Elle n'aurait pas dû te croire sur parole. » Le visage de Céline se durcit. « Tu es en train de tout détruire. La ville entière pense que tu es soit un monstre, soit un idiot. Chloé est persuadée que tu fais une dépression nerveuse. Et tout ça pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à accepter que je voulais autre chose? Tu m'as volé. C'était notre argent. Tu l'as dépensé pour un autre homme. Pour un chalet dont j'ignorais l'existence. Pour une vie dans laquelle je n'avais pas ma place. Alors, La voix de Franck resta égale. Tu n'as pas le droit de te faire passer pour la victime. J'ai 65 ans, Franck. C'était ma dernière chance de me sentir vivante, et tu es en train de me la voler. Non, tu as tout gâché la première fois que tu m'as menti en me regardant dans les yeux. Elle se leva. Tu vas le regretter. Tu finiras seul,
et tu comprendras que j'étais la seule personne à t'avoir jamais aimé. Franck ramassa le bail du chalet, et le lui montra. Tu aimais Didier, ou son gros camion, ou n'importe quel fantasme que tu t'étais fabriqué dans ta tête. Mais ça fait très longtemps que tu ne m'aimes plus. Céline attrapa son sac à main, et se dirigea vers la porte. Je vais chez Didier. Ne m'appelle pas. Je n'y comptais pas. La porte claqua. Franck resta assis dans le silence. Il se demanda si elle avait raison. S'il allait finir seul et plein de regrets, regrettant de ne pas avoir tout ignoré pour la laisser vivre sa liaison en paix. Son téléphone vibra. Un message de Chloé. J'ai trouvé quelque chose dans le grenier. De vieilles lettres de toi à maman, avant que vous vous mariiez. Son cœur s'arrêta. Un autre SMS. Papa, c'est bien toi qui les as écrites? Oui, tapatait-il en réponse. 3 petits points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Est-ce que je peux venir te voir? Je veux entendre ta version de l'histoire. Les yeux de Franck le brûlèrent. Quand tu veux. La porte est toujours ouverte. Le vendredi matin, Jeanne appela. La requête d'éloignement a été approuvée par le juge. L'huissier la lui signifiera demain matin. Mais Franck, vous pouvez procéder au changement de serrure dès aujourd'hui, si vous le souhaitez. Franck regarda autour de lui. La table de la cuisine qu'il avait construite, les murs qu'il avait peints, cette vie qu'il avait bâtie de ses propres mains. Aujourd'hui, trancha-t-il. Je veux que ce soit fait aujourd'hui. J'enverrai le serrurier à midi. Préparez ses affaires. Restez courtois, mais soyez ferme. Henri arriva à 11h30 avec sa boîte à outils. Allez, on va changer ces serrures. Ils travaillèrent de concert, remplaçant les verrous de la porte d'entrée et de la porte arrière. Henri était silencieux, d'une efficacité redoutable. Franck emballa les vêtements de Céline. Il ne détériora rien, ne jeta rien en vrac. Il plia soigneusement ses robes, rangea ses chaussures, et disposa le tout dans des valises, comme si elle partait en voyage. Parce que c'était bien le cas, finalement. Ce n'était simplement pas le voyage qu'elle avait prévu. Il porta les valises sur le porche, les alignant de manière ordonnée et respectueuse. Puis, il scotcha une grande enveloppe Kraft sur la porte d'entrée. À l'intérieur, des copies des courriels, les relevés bancaires, le bail du chalet, l'injonction d'éloignement du tribunal. Des preuves. La vérité. La fin. Henri prépara du café. Ils s'assirent sur le porche, dans les chaises à bascule, et attendirent. « T'es prêt pour ça ?» demanda Henri. Franck but une gorgée. Le café était amer. C'était bien. Ouais. Je suis prêt. À 17h47, la voiture de Céline se gara dans l'allée. Elle descendit, aperçut les valises, et se figea. Franck se leva, Henri à ses côtés. C'était le moment. C'était la fin que Céline avait écrite pour eux, mais la mise en scène n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Céline s'avança vers le porche, les jambes flageolantes. Elle arracha l'enveloppe Kraft scotchée à la porte, et l'ouvrit précipitamment. Ses mains tremblaient en sortant les documents. Les impressions d'Aimé, les relevés bancaires avec les retraits surlignés en jaune, le bail du chalet avec sa signature apposée à côté de celle de Didier, et l'injonction du tribunal avec l'entête officielle de la République. Son visage se vida de tout son sang. « Tu as fouillé dans mes messages privés. C'est illégal. » Ordinateur commun, compte commun. La voix de Franck était inébranlable. Il n'y a pas d'attente de vie privée quand il y a fraude maritale. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. C'est ma maison, à moi aussi. Maître Jeanne Cresson, mon avocate, a déposé une requête en séparation ce matin. L'injonction d'éloignement est en vigueur. Tu as 24 heures pour récupérer tes affaires. Passé ce délai, c'est l'huissier et la gendarmerie qui s'en chargeront. Céline ouvrit et ferma la bouche, incapable de formuler un mot. Elle regarda les valises, puis Franck, puis Henri, témoin silencieux de la scène. Et où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Elle sortit son téléphone, les mains tremblantes, et s'éloigna de quelques pas pour passer un appel. Franck entendit sa voix, pleine de désespoir.
Didier, j'ai besoin de toi. Viens ici, tout de suite. 10 minutes plus tard, des phares balayèrent l'allée. Le gros pick-up de Didier déboula dans un rugissement de moteur, débordant de testostérone. Il en descendit, son arrogance intacte, et s'avança vers le Porsche, l'air de quelqu'un prêt à en découdre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franck descendit lentement les marches, et lui tendit une seconde enveloppe Kraft. C'est pour vous. Didier la lui arracha des mains, la déchira, et commença à lire. Son expression pleine d'assurance vacilla, s'effaça, puis mourut complètement. C'est. Tu ne peux rien prouver. Relevé bancaire horodaté. Bail immobilier avec votre nom et le sien. Fonds communs utilisés pour une liaison extra-conjugale. La voix de Franck était calme. Factuelle. Le code pénal appelle ça du vol. J'ai déjà déposé plainte auprès du procureur de la République. Le visage de Didier devint blême. C'est du bluff. Franck sortit son téléphone, et lui montra le SMS de Jeanne. Plainte pour fraude enregistrée. Dossier numéro 2025 CR 0847. C'est un vrai numéro de dossier. La gendarmerie en a une copie. Et votre femme aussi. Didier releva brusquement la tête. Ma quoi? Sandrine Morel. Votre femme, à Montfort. La mère de vos 2 enfants. Le ton de Franck resta impassible. Elle sait tout pour le chalet, l'argent, tout le reste. Espèce de fils de... Ce n'est pas moi qui l'ai prévenu. C'est mon avocate, par courtoisie entre confrères. Il semblerait que Sandrine ait trouvé ses propres preuves, desquelles a su où chercher. 83 000 € disparus de votre compte joint. L'arrogance de Didier s'effondra comme un château de cartes. Il regarda Céline, puis Franck, complètement pris au piège. Céline lui attrapa le bras. Tu m'avais dit que tu étais divorcé. Bébé, je peux tout expliquer. Tu es marié? Tu m'as menti? Ce n'est pas ce que tu crois. On était séparés. La voix de Céline monta dans les aigus. Tu as des enfants? Franck eut presque pitié d'elle. Presque. Didier se retourna vers Franck, tentant de sauver les meubles. Tu te crois très malin, le vieux? Céline était malheureuse avec toi. Elle voulait s'enfuir. Je lui ai juste donné ce dont elle avait besoin. Ce dont elle avait besoin, corrigea doucement Franck, c'était de quelqu'un pour l'arnaquer de 47 000 €, pendant que vous étiez marié à une autre femme, et que vous saigniez votre propre épouse à blanc. Didier fit un pas en avant, menaçant. Henri s'interposa, solide comme un roc. Gamin, tu es sur sa propriété. Il t'a demandé de partir. Tu ferais bien de l'écouter. Les lumières des Porsche s'allumaient, de l'autre côté de la rue. Doris, sur ses marches. Édouard, 2 maisons plus loin. Patricia, qui observait depuis sa fenêtre. Tout le quartier regardait la scène. Didier balaya le public du regard, comprit qu'il avait perdu, et recula. C'est pas fini. Si, rétorqua Franck. C'est bel et bien fini. Didier grimpa dans son pick-up, le moteur rugit, et il démarra sur les chapeaux de roue, projetant une gerbe de gravier. Il disparut. Céline restait seule près de sa voiture. Elle semblait soudain plus petite, et complètement perdue. Franck, je t'en prie. J'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Le conseiller conjugal, comme on en avait parlé. Toi aussi tu as fait des erreurs. La voix de Franck resta douce, mais tranchante. Tu n'as pas fait d'erreur, Céline. Tu as fait des choix. Chaque jeudi pendant 18 mois, chaque retrait bancaire, chaque mail où tu me traitais de meuble, chaque mensonge en me regardant droit dans les yeux. J'avais tellement peur. Je t'ai donné 43 ans de ma vie. Je t'ai construit cette maison. Il montra la bâtisse derrière lui. J'ai élevé notre fille, j'ai réparé toutes les bagnoles pourries du département pour qu'on puisse mettre de l'argent de côté pour la retraite. Je n'ai jamais triché, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé. Sa voix ne s'éleva pas, elle n'en avait pas besoin. Tu m'as traité de meuble, tu as dilapidé ma retraite pour un chalet avec un arnaqueur marié,
tu as monté notre fille contre moi avec des mensonges, et tu crois sincèrement qu'un conseiller conjugal va réparer tout ça? Des larmes coulaient sur le visage de Céline. Était-elle sincère, ou jouait-elle la comédie? Franck s'en moquait éperdument désormais. Où suis-je censé aller? Je n'en sais rien. Chez Didier? Dans le chalet que tu as payé? Chez ta sœur à Montfort? Il marqua une pause. Mais ce n'est plus mon problème. Je suis ta femme. Non, tu étais ma femme. Aujourd'hui, tu es quelqu'un que je ne reconnais plus. Il se retourna, et commença à remonter les marches. Nous deux, c'est terminé. Céline resta là, la bouche entr'ouverte, incapable de formuler la moindre phrase. Finalement, elle attrapa une valise, la jeta dans sa voiture, et démarra. Ses feux arrière disparurent dans l'obscurité de la nuit. Le quartier était plongé dans le silence. Puis, lentement, les lumières des porches s'éteignirent, les portes se refermèrent, rendant à Franck son intimité. À l'exception de Doris, qui l'interpella depuis l'autre côté de la rue. « Tout va bien, Franck ?» Il hocha la tête. « Édouard, 2 maisons plus loin. Besoin de quelque chose ? » « Non. Mais merci. » Ils rentrèrent chez eux, respectueux, compréhensifs. Franck se laissa tomber dans sa chaise à bascule. Ses mains tremblaient. Il s'agrippa aux accoudoirs, priant pour que ça s'arrête. Henri s'assit à côté de lui. Il ne parla pas, il offrait simplement sa présence. 5 minutes s'écoulèrent. Puis 10. Finalement, Henri brisa le silence. « Tu as bien géré. Tu trouves? Tu t'es protégé, et tu l'as fait sans cruauté. C'est plutôt rare. » Franck regarda les valises restantes sur le porche, puis la maison qu'il avait construite. Puis cette vie, qui n'appartenait désormais plus qu'à lui seul. « Je ne me sens pas bien. » « Ça viendra. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais ça viendra. » Ils restèrent assis pendant que la nuit s'installait. 2 vieux bonshommes sur un porche. L'un qui avait survécu à la trahison. L'autre qui avait survécu à la perte. Tous les deux étaient encore là, tous les deux tenaient encore debout. Le téléphone de Franck vibra. Un SMS de Jeanne. La femme de Didier a déposé une plainte au pénal. Fraude. Détournement de fonds. Il risque 3 à 5 ans de prison s'il est condamné. Un autre SMS. Didier a appelé Céline. Il a rompu avec elle. Il lui a rejeté toute la faute. Franck contempla les messages. Il ne ressentit rien. Aucune satisfaction. Aucun sentiment de revanche. Juste une immense fatigue. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Henri se leva, et s'étira. « Maintenant, tu dors. Et demain, tu continues de vivre. Ça devient plus facile avec le temps. C'est vrai ? Finit toujours par l'être. » Henri repassa la clôture. Franck resta seul sur le porche de cette maison qu'il avait construite, regardant les étoiles s'allumer une à une dans le ciel glacial de janvier. 43 années s'étaient envolées, mais la maison tenait toujours debout. Et lui aussi. Le samedi matin se leva, froid et lumineux. Franck se réveilla à 5 heures, comme toujours. Il était incapable de dormir après l'aube, même s'il essayait. La maison semblait différente, beaucoup plus calme. Pas le silence pesant de celui qui attend que quelqu'un rentre. Le silence de la solitude assumée. Il prépara du café, s'assit à cette table de cuisine qu'il avait fabriquée 30 ans plus tôt, et laissa courir sa main le long du grain du bois. Son téléphone vibra. Jeanne. Sandrine Morel souhaite vous rencontrer. Elle veut vous remercier d'avoir démasqué Didier avant qu'il ne disparaisse avec tout leur argent. Puis-je lui donner votre numéro? Franck tapa, oui. Un autre SMS arriva quelques minutes plus tard. Numéro inconnu. Monsieur Delon, ici Sandrine Morel. Je ne sais pas comment vous remercier. Didier a vidé notre compte. 83 000 €. Je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que votre avocate m'appelle. Il se serait enfui avec tout cet argent si vous ne l'aviez pas arrêté. J'ai porté plainte hier.
pour fraude. Il est fini. Frank fixa le message. Il tapa. Je suis désolé que vous ayez à traverser cette épreuve. Ne le soyez pas. Vous m'avez rendu service. 20 ans de mariage avec un escroc. Mieux vaut le savoir maintenant que de continuer à vivre dans le mensonge. J'espère que vous trouverez la paix, monsieur Delon. Il posa le téléphone. 2 mariages anéantis par le même homme. Didier allait probablement faire face à la justice, mais cela ne réparerait pas ce qui avait été brisé. Henri arriva à 9 heures. Il ne frappa pas. Il entra simplement par la porte de derrière, avec une boîte à outils. Je me suis dit que tu aurais besoin de compagnie. J'ai quelques charnières à remplacer. Ils travaillèrent dans un silence confortable. Frank tint la porte fermement pendant qu'Henri changeait la charnière grinçante du cellier. Du petit entretien. La vie normale, en somme. La ville jazz, lança Henri, un tournevis coincé entre les dents. Je m'en doutais. Moitié-moitié. La moitié pense que Céline est un monstre. L'autre moitié pense que tu es idiot de ne pas lui avoir pardonné. Il retira le tournevis de sa bouche. Mais personne ne pense que tu as eu tort. Ils sont juste pas d'accord sur la suite des événements. Et toi, tu penses qu'il se passe quoi, ensuite? Henri testa la porte. Elle pivotait sans un bruit. Plus de grincement. Je pense que tu continues à vivre, un jour après l'autre, jusqu'à ce que les jours arrêtent de faire mal. Une voiture se gara dans l'allée. Frank jeta un œil par la fenêtre. La Honda de Chloé, avec ses plaques de Normandie. Son cœur fit un bond. Elle descendit de voiture. Une petite valise à la main. Le visage maculé de larmes, le regard incertain. Frank ouvrit la porte avant même qu'elle ne puisse frapper. « Coucou, papa. »« Coucou, ma chérie. » Ils restèrent plantés là, maladroits, toute la distance de la semaine écoulée s'étirant entre eux. Puis Chloé lâcha sa valise, fit un pas en avant, et le serra de toutes ses forces. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû. Tu es là, maintenant. C'est tout ce qui compte. » Elle se recula, essuyant ses yeux. « J'ai lu les lettres. Celles que tu avais écrites à maman avant votre mariage. Papa, elles étaient magnifiques. C'était il y a très longtemps. Tu lui disais qu'elle te donnait envie de croire en l'éternité. Que tu allais lui bâtir une vie qui vaudrait la peine d'être vécue. » La voix de Chloé se brisa. « Tu as tenu ta promesse. C'est elle qui a rompu la sienne. » La gorge de Frank se serra. Henri apparut depuis la cuisine. « Je vais vous laisser un peu d'espace, tous les deux. » Il pressa l'épaule de Frank en sortant. « Ravi de te revoir, Chloé. »« Moi aussi, monsieur Simon. » Lorsqu'Henri fut parti, Chloé s'assit à la table de la cuisine. Frank lui servit un café. « Maman m'a appelé 17 fois hier, avoua Chloé. Elle m'a dit que tu avais tout manipulé, que tu avais monté toute la ville contre elle, que Didier n'était qu'un ami, et que tu avais pris des proportions démesurées. Et tu l'as cru? » Non, parce que je suis allé à la maison chercher mes vieux albums de lycée dans le grenier. Elle n'était pas là, alors j'ai jeté un coup d'œil. Chloé sortit son téléphone, et lui montra des photos. J'ai trouvé des relevés bancaires dans son placard, avec des retraits surlignés. J'ai trouvé des mailles qu'elle avait imprimées, pour en garder une trace j'imagine, venant de Didier. Ils planifiaient leur nouvelle vie, ils parlaient de toi comme si tu n'étais rien. Elle posa son téléphone. Ensuite, j'ai trouvé tes lettres dans une boîte à chaussures, et j'ai compris qu'elle les avait gardées. Pendant toutes ces années, elle a gardé les lettres d'un homme qu'il aimait assez pour lui promettre l'éternité. Et elle a jeté tout ça, pourquoi? Pour un type avec un gros pick-up. Frank garda le silence. Je l'ai appelé, et je lui ai demandé sans détour, est-ce que tu l'as trompé? Est-ce que tu as volé de l'argent? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Quoi? Elle a dit, j'ai le droit d'être heureuse. Comme si ça justifiait tout. Chloé essuya ses larmes. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre du recul. Que je l'appellerais quand je serais prête. Elle s'est mise à pleurer, en disant que je te choisissais, toi, plutôt qu'elle.
Tu n'as pas à choisir. Si, je le dois. Parce que l'un de vous m'a menti, et l'autre non. L'un de vous a essayé de me monter contre l'autre, tandis que l'autre est resté silencieux, et m'a laissé découvrir la vérité par moi-même. Elle le regarda. Je suis désolé d'avoir douté de toi, papa. Je suis désolé de l'avoir cru, sans te demander ta version des faits. Tu es là, maintenant. Ça me suffit amplement. Ils restèrent en silence, buvant leur café tandis que la lumière matinale inondait la cuisine. « Est-ce que je peux rester quelques jours ?» demanda Chloé. « J'ai pris des congés. Je veux juste. Je veux être ici. T'aider à y voir plus clair. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. » Elle eut un petit sourire, teinté de tristesse. « Tu sais ce que j'ai envie de faire ? » Quoi ? Apprendre la menuiserie. Tu m'as toujours proposé de m'apprendre, et je te répondais toujours que j'étais trop occupé. Elle le regarda fixement. Je ne suis plus trop occupé, maintenant. Franck sentit un nœud se desserrer dans sa poitrine. Quelque chose qui était resté contracté, douloureusement serré depuis 2 semaines. L'atelier est ouvert quand tu veux. La semaine s'écoula à un rythme régulier. Franck et Chloé travaillèrent dans l'atelier chaque matin. Il lui apprit à poncer dans le sens du grain, à mesurer 2 fois avant de couper, et à faire confiance au bois, pour qu'il lui dicte ce dont il avait besoin. Ensemble, ils fabriquèrent une planche à découper, alternant des bandes de noyer et d'érable, avec une finition à l'huile naturelle. Lorsqu'ils eurent terminé, Chloé la souleva à la lumière, glissant ses doigts sur la surface parfaitement lisse. Puis, elle fondit en larmes. « J'ai gâché tellement de temps, sanglota-t-elle. À être trop occupée, à être distante, à croire la version de maman au lieu d'apprendre à te connaître par moi-même. Tu es là aujourd'hui, Chloé. Mais j'ai raté des années, papa. Des années de tout ça, de toi. » Franck passa son bras autour de ses épaules. On a tout notre temps, maintenant. C'est ce qui compte. Henri passait presque tous les soirs. Tous les 3, ils s'asseyaient sur le porche, et discutaient de choses sans importance. Chloé posa des questions à Henri sur sa défunte épouse. Henri interrogea Chloé sur son travail, sur sa vie. C'était comme une famille. Pas la famille que Franck avait perdue. Une autre. Plus petite, certes, mais tellement plus vraie. Le jeudi soir, le téléphone de Chloé sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, et rejeta l'appel. « Ta mère ?» demanda Franck. « Ouais, pour la 17e fois aujourd'hui. »« Tu vas lui parler ?»« Un jour. Quand je serai prête. » Chloé reposa son téléphone. Elle s'est installée chez tante Sarah. Didier l'a larguée, il l'a accusée d'être responsable de la découverte de sa femme. Il a dit qu'elle avait bousillé sa vie. Franck ne ressentit absolument rien. Pas de pitié, pas de triomphe, juste une lointaine tristesse pour la femme que Céline était devenue. Elle a fait ses propres choix, glissa doucement Chloé. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Le vendredi, Jeanne appela avec des nouvelles. Le divorce sera officiellement prononcé dans environ 4 mois, à moins d'une contestation. Nous avons pu récupérer 28 000 € des fonds détournés. L'avocat de la femme de Didier a coopéré avec nous. Le reste est définitivement perdu, mais au moins, vous avez récupéré une partie. Merci. Franck, vous avez très bien géré la situation. Vous vous êtes protégé. Cela demande beaucoup de force. Lorsqu'il raccrocha, Chloé l'observait depuis l'embrasure de la porte. Ça va ? Ouais, je crois que oui. Ce soir-là, Franck s'assit seul dans son atelier, et passa la main sur la chaise à bascule qu'il était en train de construire, une commande pour un jeune couple qui attendait son premier enfant. Il avait arrêté d'y travailler 2 semaines plus tôt, lorsque son monde s'était effondré. À présent, il reprit son papier de verre, et se remit à l'ouvrage. Le bois était massif, les jointures étaient parfaites. La chaise supporterait le poids des années, affronterait le temps, deviendrait un héritage familial. Tout comme lui. Abîmé, peut-être. Marqué par des cicatrices, certainement. Mais toujours debout, toujours en train de construire, toujours présent. 3 mois plus tard,
le mois d'avril arriva, doux et incertain. Frank se tenait dans son atelier, ponçant la coudoir finale de la chaise à bascule. Du merisier, parfaitement lisse sous sa paume. Cette commande qu'il avait commencée en janvier, à l'époque où sa vie avait encore un sens. On était en avril, désormais, et plus rien n'avait le même sens, mais il achevait son travail, malgré tout. La radio diffusait de la musique, doucement. La même station, les mêmes chansons, mais elles résonnaient différemment à ses oreilles, comme s'il les écoutait pour la toute première fois. Dehors, des crocus perçaient la terre du parterre de fleurs que Céline avait planté 5 ans auparavant. Mauve, têtue, refusant d'abandonner. La vie s'imposait d'elle-même. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt. Jeanne avait appelé pour annoncer la nouvelle, un mardi. L'accord de séparation attribuait la maison à Frank, préservait son compte épargne-retraite, et lui accordait les 28 000 € de dédommagement à la somme qu'ils avaient réussi à récupérer sur les comptes de Didier, avant qu'il ne flambe tout. Céline vivait dans un appartement de location, à l'autre bout de la ville, et travaillait à mi-temps à la bibliothèque municipale. Ils ne se parlaient plus. La ville entière était au courant de l'histoire, maintenant. Il n'y avait plus de secret. Certaines personnes la saluaient à l'église. La plupart l'ignoraient. Didier était dans l'attente de son procès. Sandrine avait tout gardé lors de leur propre divorce. Son entreprise de bâtiment s'était effondrée. Les rumeurs disaient qu'il avait pris 10 ans de vieillesse en l'espace de 3 mois. Frank n'en tira aucune satisfaction. Juste une résignation fatiguée face au fait que certaines personnes construisaient elles-mêmes leur propre enfer. Un SMS de Chloé illumina l'écran de son téléphone. « J'ai fini la bibliothèque. Je t'envoie les photos. Merci de m'avoir appris tout ça, papa. Je t'aime. » 3 photos suivirent. Une bibliothèque toute simple, teintée noyée, avec des jointures propres. Le travail d'une débutante, mais solide. Vrai. Elle était retournée en Normandie 2 semaines auparavant, mais elle l'appelait tous les dimanches. Elle venait lui rendre visite 1 fois par mois. La distance n'avait plus la même saveur. Ce n'était plus que des kilomètres, et non plus des murs infranchissables. Les pas d'Henri crissèrent sur le gravier de l'allée. Il apparut dans l'embrasure de la porte de l'atelier, 2 tasses de café fumant à la main. « Je me suis dit que tu ferais bien une petite pause. » Ils se dirigèrent vers le porche, et s'installèrent dans les chaises à bascule que Frank avait fabriquées 20 ans plus tôt. La vapeur s'échappait des tasses pour se dissiper dans l'air frais du matin. « La chaise a de l'allure, » fit remarquer Henri. « Elle devrait être prête mercredi. Le gamin est prévu pour mai. » Une nouvelle vie qui arrive. Henri sirota son café. C'est dans l'ordre des choses. Une voiture passa. Ce n'était ni celle de Céline, ni celle de Didier. Juste un voisin. Les oiseaux étaient bruyants, ce matin. Le printemps faisait du tapage, revendiquant son territoire. « Tu vas au repas partagé de l'église, la semaine prochaine ?» demanda Henri, d'un ton détaché qui ne l'était pas vraiment. « J'y réfléchis. Marie Vasseur a demandé de tes nouvelles, hier, à la poste. Elle a dit qu'elle espérait que tu allais bien. » Frank avait refait les marches arrière de la maison de Marie, 2 semaines auparavant. Elle lui avait apporté de la citronnade, fraîchement pressée, avec beaucoup trop de sucre, et une petite feuille de menthe en garniture. Il s'était assis sur son porche pendant 1 heure, discutant de tout et de rien. De ses petits-enfants, de jardinage, de la météo. Elle avait mentionné que son mari était décédé 5 ans plus tôt. Crise cardiaque. Foudroyante. Frank lui avait dit qu'il était désolé. Elle l'avait remercié. Et lui avait demandé s'il voulait encore un peu de citronnade. Il n'était pas prêt pour une nouvelle histoire. Il ne le serait peut-être jamais. Mais cette conversation ne l'avait pas terrifié pour autant. Elle fait de très bons carrés au citron, glissa Henri. Je dis ça comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. Ils burent leur café dans ce silence si confortable, celui qui naît d'une survie partagée, d'avoir été les témoins silencieux des pires moments de l'autre, et d'être toujours là, malgré tout. La date d'anniversaire du décès de la femme d'Henri était passée le mois dernier. Frank l'avait conduit au cimetière, il était resté dans son camion pendant qu'Henri se recueillait sur la tombe, et il n'avait posé aucune question lorsqu'Henri était remonté à bord, les yeux rougis. C'était ça, le rôle d'un ami. On est présent.
On se tait. On reste. Céline m'a envoyé une lettre, confia Franck. Henri lui lança un regard en biais. Tu l'as lu? Non. Je l'ai donnée à Jeanne. Elle a dit que c'était des excuses. Quelque chose sur la peur de vieillir. Sur la terreur de mourir sans jamais se sentir jeune à nouveau. Tu vas lui répondre? Franck contempla les crocus qui s'épanouissaient malgré le froid. Non. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de réponse. Un utilitaire passa sur la route. Le pouls de Franck ne s'accéléra pas. Ce n'était qu'un véhicule. Pas Didier, pas une menace. Juste un détail de la matinée. Tu t'en es bien sorti, conclut Henri. Tu as traversé tout ça sans devenir aigri, ni méchant. C'est ça qui est le plus difficile. Je n'ai pas l'impression de m'en être bien sorti. J'ai juste l'impression d'avoir survécu. Parfois, c'est exactement à ça que ressemble la victoire. Juste survivre, alors que tout te pousse à abandonner. Franck regarda ses mains. Toujours couvertes de cicatrices, toujours aussi rugueuses, et toujours capables de bâtir des choses. Ces 43 années n'avaient pas été vaines. Elle lui avait appris ce qu'il refusait dorénavant de tolérer. Elle lui avait appris que le calme n'était pas synonyme de faiblesse. Que se protéger soi-même n'était pas un acte de cruauté. C'était une question de dignité. Il but une gorgée de son café. Noir, et très amer. Parfait. Je crois que je vais accepter la commande que m'a proposée le vieux Charles Turpin. Une table sur mesure pour le mariage de sa fille. C'est un gros chantier. Ouais, mais j'ai du temps, maintenant. Henri sourit. C'est vrai, tu en as. Ils restèrent assis pendant que la matinée se réchauffait. Degré par degré. Le printemps s'installait. Patient, et absolument inéluctable. Le téléphone de Franck vibra. Un SMS de Marie. J'ai préparé des carrés au citron en plus pour le repas partagé. J'espère vous y voir. Il regarda le message. Il ne répondit pas immédiatement, mais il ne l'effaça pas non plus. Tu sais ce qui est bizarre, reprit Franck. Quoi? Je croyais que tout perdre finirait par me détruire. Le mariage, l'argent, cette vie que j'avais bâtie. Je pensais que je finirais brisé. Et j'ai tout perdu, oui, mais j'ai toujours la maison. J'ai retrouvé Chloé. Et je tais-toi, qui débarque tous les matins avec du café. Il marqua une pause. Et je me suis retrouvé moi-même. La part de moi dont j'avais oublié l'existence. Henri leva sa tasse. À la survie. Franck cogna doucement sa tasse contre celle d'Henri. À la survie. Ils terminèrent leur café, tandis que les oiseaux s'appropriaient la matinée, et que les crocus s'ouvraient. Et quelque part dans la ville, la vie continuait d'avancer. Que l'on soit prêt, ou pas. Franck se leva, et s'étira longuement. Bon, il faut que je retourne sur cette chaise. Besoin d'un coup de main. Non, mais reste pour le déjeuner si ça te dit. Ça marche. Franck retourna vers l'atelier, s'arrêta sur le pas de la porte, et jeta un regard en arrière, vers le porche, vers les crocus, vers cette maison qu'il avait construite de ses propres mains, et qui tenait toujours debout. Tout était là. Il ramassa son papier de verre, et se remit au travail. La chaise serait prête d'ici mercredi. Le couple ramènerait son bébé à la maison en mai. La chaise à bascule les soutiendrait, la mère, le père, et l'enfant, pendant les biberons de minuit, les berceuses, et tous ces minuscules instants qui forgent une vie entière. Franck allait la construire pour qu'elle soit assez solide pour traverser les générations, car c'était ça, son métier. Il construisait des choses faites pour durer. Ce soir-là, Franck mit la touche finale à la chaise à bascule. Il passa sa main le long de l'accoudoir une toute dernière fois, guettant la moindre aspérité qu'il aurait pu manquer. Il n'en trouva aucune. Il se tint dans l'embrasure de la porte, entre l'atelier et la maison. Le crépuscule s'installait, baignant les arbres d'une lueur dorée. Une main posée sur le chambranle, l'autre tenant sa tasse de café vide, il se trouvait à mi-chemin, entre le travail accompli et le repos mérité, entre ce qui avait été, et ce qui serait. Il repensa à ce mot, meuble.
Il repensa à la façon dont il avait failli le détruire, à la façon dont Céline l'avait utilisé comme une insulte, pour désigner quelque chose d'utile mais qu'on ne remarque plus, qui occupe l'espace sans avoir d'importance. Mais un meuble, ça sert un but précis, ça supporte le poids, ça traverse les années, ça devient l'ossature même d'un foyer. La différence, c'est qu'il n'était pas le meuble. Il était le charpentier, celui qui décide de ce qu'il faut construire, de ce qu'il faut jeter, et de ce qu'il faut conserver. Céline avait choisi la passion plutôt que le partenariat, c'était son droit, mais cela avait un prix. Didier avait choisi la cupidité, et avait été rattrapé par la justice. Franck avait choisi la dignité, et il avait gardé son âme. Rien d'excitant, rien de très dramatique, mais c'était la sienne. Il ignorait s'il aimerait de nouveau. Il n'avait pas besoin de le savoir. Il savait seulement qu'il continuerait de construire. Des chaises, des tables, des escaliers, et peut-être, sa propre petite vie. Pas une vie grandiose, non, mais une vie honnête. La radio de l'atelier jouait toujours. Une vieille chanson country qui parlait de survivre au coup dur. Franck ne changea pas de station. Demain, il irait livrer cette chaise à bascule au jeune couple. Une nouvelle vie qui commençait, tandis que la sienne, son ancienne vie, guérissait doucement. Elle n'était pas remplacée. Elle guérissait. Il y avait une grande différence. Il jeta un dernier coup d'œil à son atelier. Les outils étaient soigneusement accrochés, le bois parfaitement empilé, le sol impeccablement balayé. Chaque chose était à sa place. Puis il regarda droit devant lui, vers la maison, avec la lumière chaleureuse de son porche. Henri était probablement déjà en train de prévoir le café du lendemain. Et pour la toute première fois en 43 ans, Franck réalisa qu'il était lui aussi à sa place. Il ne reculait pas, il ne se précipitait pas vers l'avenir. Il se tenait simplement là, dans la douceur de ce soir de printemps, respirant profondément. Il se sentait vivant, figé dans cet instant suspendu, entre ce qui était perdu et ce qui devenait possible. Et cela. Juste cela. C'était suffisant.